OK, ça fait qu'on vient de voir que des polynômes, ce sont des fonctions continues. Puis avec le théorème 2.12, on a vu avec un exemple aussi que si on divise des polynômes pourvu que le dénominateur soit non nul, on a également une fonction qui est continue. Il nous reste un dernier morceau là, qui nous permettra d'attaquer la continuité à une très très large classe d'exemples de fonctions. Alors, une autre manière qu'on a pour créer des fonctions, c'est de les composer, les mettre une à l'intérieur de l'autre, comme on a sur ce graphique ici. Alors, avant de dénoncer le théorème 2.14, donc graphiquement, qu'est-ce qui se passe ici? On a un Rn et une fonction g qui va de Rn vers Rm. Puis ensuite, de ce Rm-là vers un Rp, il y a une autre fonction f. Alors, si on s'arrange que les choses là, marchent correctement, comme je vais les expliquer ici, c'est possible de construire une fonction qui va directement de Rn vers Rp, qu'on appelle la fonction composée, f de g. Okay? Alors, le théorème, ce qu'il dit, c'est que, essentiellement, si g est continu et puis si f est continu, alors la fonction composée est continue. Okay? Donc, ça, c'est logique, mais il y a une démonstration à faire ici aussi. Fait que la démonstration, je ne la ferai pas au complet, je vais l'illustrer là avec un petit dessin, de telle sorte que vous soyez capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, l'énoncé précis, c'est le suivant. On a A ici, un ensemble dans Rn. On voit ça comme étant le domaine de G. On a B dans Rm. On voit ça comme le domaine de F. Et puis, on s'arrange de telle sorte là, que quand je mets des points dans A ici, dans la fonction G, ce que je tombe dedans, c'est le domaine de F. Donc, on dit G de A doit être contenu dans B. Donc, c'est juste une condition technique pour s'assurer que cette composition ici ait un sens. Si je prenais des points ici qui étaient envoyés par G à l'extérieur du domaine de F, ben, le processus s'arrêterait là. Je ne pourrais pas mettre ce point-là dans F. Donc, c'est une condition pour s'assurer que le processus là, peut continuer. Donc, si G est continu à un point ici, et puis que quand je mets ce point-là dans G, j'arrive ici, puis si F est continu à ce point ici, mais ça veut donc dire que la fonction composée est continue au point x0 au départ. OK? Donc, c'est ça le théorème. Donc, je ne vais pas faire la démonstration avec les epsilon delta, mais je vais vous montrer là, de manière graphique comment le epsilon delta il fonctionnerait. Alors, je me mets dans la position suivante. Vous me donnez un nombre epsilon positif, aussi petit que vous voulez. OK? Alors, moi, j'arrive maintenant avec ce epsilon-là, puis je viens tracer autour de Z0. Z0 ici, là, c'est la valeur de h de x0. OK? J'ai court-circuité ici la fonction f et g, là. Donc, h de x0, c'est ce point ici. Alors, je vais tracer une boule de rayon epsilon autour de ce point-là. Donc, vous m'avez donné comme défi, maintenant, monsieur, là, c'est à vous de trouver un delta de telle sorte que quand je vais tracer une boule de rayon delta ici, tout ce qui est à l'intérieur de cette boule-là va être envoyé par H à l'intérieur de cette boule ici. C'est ça le défi. OK? Maintenant, le défi, là, je sais qu'il est déjà satisfait par la fonction f. Donc, je commence avec x0 ici, je mets le x0 dans G, j'arrive à y0, puis ce y0-là, quand je le mets dans f, j'arrive ici. Donc, je sais que f est continu en ce point ici. Alors, le défi epsilon delta, là, je peux déjà le satisfaire pour cette portion ici. Alors, moi, là, je veux dire, OK, mais pour l'epsilon que vous m'avez donné, je sais déjà qu'il y a un delta 1, j'appelle ça delta 1, positif, tel que tout ce qui est à l'intérieur de cette boule ici est envoyé dans cette boule-là. Parce que f est continu en ce point ici. C'est une des hypothèses du théorème. OK? Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est dire, OK, mais le défi epsilon delta, là, il marche aussi pour celui-ci.
OK? Alors, moi, je peux décider de voir ce delta 1 ici de la même manière que je l'aurais vu si vous m'aviez donné au départ ce nombre ici comme un epsilon à satisfaire pour la fonction g. Donc, je sais que moi, maintenant, pour ce nombre delta 1 positif ici, à cause que g est continu, au point x0, je suis capable de trouver un autre delta, appelons-le delta 2, de telle sorte que cette boule ici est envoyée dans cette boule-là. Ça, c'est le défi epsilon delta pour la fonction g. OK? Donc, je sais que g est continu, alors le défi va être relevé. Donc, maintenant, vous voyez tout ce que j'ai besoin de faire pour prendre le bon choix de delta pour m'assurer que le défi epsilon delta soit satisfait pour cette portion ici. Le bon choix, c'est de dire, OK, ben moi, mon delta, ça va être le delta 2 qui est ici. Parce que je sais que en choisissant ça, cette boule ici est envoyée dans ceci, qui est envoyé dans ceci. Donc, le défi epsilon delta est satisfait pour la fonction composée. OK? Donc, je vous donne comme défi là, d'écrire cette explication-là avec des expressions mathématiques. Je vous donne ça comme défi, de traduire là, la description pictorielle que je viens de vous donner en un énoncé précis mathématique. OK, alors, à quoi ça peut servir ce résultat-là? Ben, regardons l'exemple suivant. Donc, je vous demande ici, calculer la limite quand x, y, z tend vers, ici j'ai pris un point, racine cinquième de pi, racine carrée de pi, pi sur 2, de sinus x à la 5 plus y carré plus z. Donc, la clé, c'est de voir ceci comme une fonction composée, puis de servir de ce théorème ici. OK? Donc, ça, c'est une fonction, donc, qui commence avec x, y, z. Donc, je suis dans R3. Donc, je commence dans R3. Je calcule d'abord x à la 5 plus y carré plus z. Ça me donne un nombre réel. OK, alors ici, je tombe dans R1. Puis après, j'ai calculé ce nombre réel-là. Je prends ce nombre réel-là, puis je le mets dans la fonction sinus. Alors ça, c'est un autre niveau de composition qui m'envoie dans R1 à nouveau. OK, donc cette partie ici, c'est la partie x à la 5 plus y carré plus z. Cette partie ici, c'est la partie sinus. Donc quand je vous parle de ceci, là, c'est cette composition ici. OK? Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser le théorème précédent pour poser l'argument que cette fonction composée-là est continue. OK? Bien, ce premier morceau ici, il est continu. Pourquoi? Parce que c'est un polynôme. Ce deuxième morceau ici, il est continu parce que c'est un exemple de fonction que vous avez vu en première année. Alors ici, je m'arrête pour 2 instants pour vous dire tous les exemples de fonctions, là, sinus, cosinus, exponentielle, logarithme, que vous avez vu en première année, que vous savez déjà sont continus, vous êtes capable de tracer leur graphe sans lever le crayon, vous pouvez prendre pour acquis qu'elles sont continues. Okay? Inutile d'être obligé de leur démontrer à nouveau. Là. Alors ici, je vais vous dire qu'on peut prendre pour acquis, à partir du cours Math 17-20, que cette portion ici aussi est continue. Donc, par le théorème précédent, cette fonction composée ici, elle est continue. Alors, qu'est-ce qui est l'avantage de dire d'abord que ça, c'est continu? C'est que pour calculer cette limite ici maintenant, tout ce que j'aurais besoin de faire, c'est prendre ce point ici, puis de le remplacer. Hein, parce que c'est ça qui est la définition d'une fonction continue. C'est une fonction qui est telle que la limite, quand x approche ce point ici, c'est la valeur de la fonction à ce point ici. Donc, on prendra ce point ici, on la mettra dans la fonction, puis on calculera la limite, ainsi de suite. Donc, j'écris tout cet argument-là ici. Alors, la solution, on a d'abord la fonction g qui va de R3 dans R, qui est telle que g de x, y, z égale x à la 5 plus y carré plus z, continue sur R3 parce que c'est un polynôme.
car c'est un polynôme. Donc, on a vu ça. À une capsule antérieure, les polynômes sont continus. Ensuite, vous avez la portion qui correspond au sinus ici. Alors ça va être la portion qu'on appellerait F, avec la terminologie du théorème précédent. On a F qui va de R dans R, tel que F de, mettons, θ égale sinus de θ. C'est continu sur R. Ça, c'est en vertu du cours Math 17-20. Donc, par le théorème précédent, la fonction h, qui est la composée, qui va être R3 dans R, h égale f rond g, donc h de x, y, z égale sinus de x à la 5 plus y carré plus z, elle est continue sur R3. Hein, donc ça, c'est le théorème qu'on vient de voir, théorème 2.14. Donc, je peux conclure que la limite que j'ai ici, alors je vais monter en haut ici, cette limite-là est donc égale à sinus de racine cinquième de pi à la 5 plus racine carrée de pi au carré plus pi sur 2. Hein, donc, je remplace littéralement ce point ici dans la fonction parce qu'elle est continue. On peut calculer la continuité comme ça. Donc, égale sinus de pi plus pi sur 2. Donc, c'est égal à sinus par la périodicité. Là, c'est la même chose que sinus de pi sur 2. Sinus est périodique de période 2pi qui est égal à 1. Donc, la limite est égale à 1. OK, encore une fois, en utilisant, donc, mais non, on ne peut pas juste tout simplement au départ là, remplacer ce point-là puis dire c'est égal à 1. Il faut le justifier. La justification est ici. Okay? Il faut justifier chaque morceau de notre argument ici. Donc voilà une autre manière là, de calculer des limites là, en invoquant là, que la fonction est construite à partir de compositions de morceaux qui chacun sont continus pour diverses raisons.